Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin. Et on va attaquer assez rapidement, non sans avoir remercié les organisateurs de cette journée, en l'occurrence Sandrine Cléris, Cécile Rodriguez que vous venez d'entendre, Patrick Pétain et Fabrique Tarisson dans l'ordre. D'abord les filles quand même, c'est une question de principe. Pour avoir organisé toute une série de travaux au sein de l'Institut des sciences sociales et politiques sur le traitement des données à des fins de recherche en sciences humaines et sociales. Et aujourd'hui, essayer d'avoir un regard un peu plus large sur la question de la protection des données à caractère personnel et de ces évolutions et de la manière dont on peut appréhender ces questionnements et cette protection dans le cadre de nos recherches. Alors on va commencer ce matin par poser les bases du sujet de manière un peu générale, avec 3 interventions. Et puis cet après-midi, on traitera de manière plus précise le champ d'application de la recherche en sciences humaines et sociales, mais néanmoins, c'est un domaine qui évolue beaucoup, la protection des données, en permanence. Là, on entend beaucoup parler de ces évolutions parce qu'on a adopté un nouveau règlement en 2016 qui va rentrer en application au mois de mai prochain. Mais néanmoins, il évolue en permanence, au quotidien, sous l'effet des positionnements et des doctrines de la CNIL en France et de ses équivalents dans notre pays européen, et puis des magistrats un peu partout, et notamment de la Cour de justice de l'Union européenne, qui fait un gros travail pour interpréter les textes relatifs à la protection des données. Donc ce sont des choses qui évoluent. Il est pas mal d'avoir les idées assez claires sur l'état du droit positif. Et on va commencer pour ça par écouter Madame Sophie Gembrès de la CNIL, qui va nous faire une petite présentation à la fois de l'institution, la CNIL, et puis de l'état du droit positif en matière de protection des données à caractère personnel. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler du cadre réglementaire de manière générale. J'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif pour les gens qui sont déjà sensibilisés à tout ça. Je vais commencer par un bref historique parce que, notamment quand on vient sur le terrain au sein des services de la CNIL, quand on organise par exemple des missions de contrôle, ce qu'on entend souvent c'est « Ah, c'est bien qu'il y ait une loi de protection des données et c'est récent avec Internet, etc. » Et c'est important de préciser que ce n'est pas tellement récent. Et que, en fait, ce projet de loi, il date de 1977. Il avait pour but de monter une commission qui pourrait s'efforcer de contrer certains projets, notamment des projets gouvernementaux et du secteur public initialement. Et le projet initial, c'est le projet Safari, qui était un projet d'interconnexion des fichiers administratifs à partir du numéro INSEE pour chaque citoyen français. La loi donc, informatique et liberté a été adoptée en 1978 et a créé la CNIL que je vous présenterai très brièvement ensuite. Ce qu'on peut noter, c'est que cette loi elle est assez ancienne et finalement elle était assez clairvoyante ou en tout cas intemporelle puisqu'elle a su évoluer avec les technologies, la mise en place de différentes solutions et algorithmes, Internet, etc. Et elle a été principalement modifiée en 2004 lors d'une transposition d'une directive européenne de 1995 qui a étendu les pouvoirs, ça a été l'occasion d'étendre les pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission. Je vous le disais, il y a eu une directive européenne en 1995, c'est donc un mouvement de protection des données qui s'est inscrit aussi au niveau européen. Et là, c'est un petit peu le point fort de cette européanisation avec, Stéphanie Latour le disait, l'adoption récente du règlement général de protection des données, donc au niveau européen, qui entrera en vigueur en mai 2018. Ce qu'on entend, en tout cas ce qu'on présente comme un règlement qui va bouleverser la réglementation de protection des données, au niveau français, ou en tout cas sur les principes, s'inscrit très clairement dans la lignée de la loi informatique et liberté. Les principes sont sensiblement les mêmes, avec des petites différences. Notamment, une différence qui est assez essentielle, c'est que le règlement pose le principe de responsabilisation des organismes. Vous devez avoir entendu déjà parler de déclaration à la CNIL, d'autorisation de la CNIL.
C'est pas encore clairement défini quel sera le régime de formalité parce qu'on attend la loi française qui viendra modifier la loi informatique et liberté pour assurer qu'il n'y ait plus de contradiction avec les dispositions du règlement. Mais a priori, tout ce régime de formalité préalable sera largement allégé et il appartiendra aux organismes ou, je reviendrai sur ce terme, mais les responsables de traitement, de documenter, de s'assurer eux-mêmes de la conformité de leur projet au cadre légal de protection des données. Et c'est ça vraiment un des changements très forts qu'implique ce règlement européen. Un autre qui n'est pas des moindres, et c'est aussi ce qui justifie tout ce tapage un peu qui est fait sur le règlement, c'est que le niveau de sanction qui pourra être prononcé par les autorités de protection des données européennes est considérablement augmenté. Aujourd'hui, le niveau maximal de sanction que la CNIL peut prononcer a été augmenté assez récemment avec la loi pour une république numérique en 2016. Il est de 3 millions d'euros. À partir du 25 mai 2018, il pourra aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, ce qui est considérable et ce qui justifie aussi cette crainte, ou en tout cas le fait que la protection des données soit tout à coup devenue assez critique. Autre chose sur le règlement, pour vous donner une vue générale, qui est un changement assez fort, c'est qu'aujourd'hui, chaque autorité de protection a un pouvoir différent les unes des autres, et parfois, il leur arrive de coopérer, parfois de tenter d'avoir une position assez forte de manière commune. Le règlement implique une obligation pour les autorités de protection de coopérer entre elles, et je ne rentrerai pas dans le détail, mais avec le principe d'une autorité chef de file. Mais l'idée est quand même de faire porter aux autorités de protection des données une voix commune et donc une voix plus forte qui leur permettrait d'avoir un impact et éventuellement d'être entendus de manière plus constructive par des gros acteurs et des acteurs qui centralisent un bon nombre de données. Voilà pour la vue très générale. Sur la CNIL, puisque ce n'est pas toujours très connu, donc la CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Elle est composée de 18 commissaires qui sont nommés par différentes instances et qui ont des profils assez différents les uns des autres. Et la commission est composée de 190 agents aujourd'hui, donc moins de 200, et ce qui représente souvent les gens, enfin en tout cas, encore une fois, quand on est sur le terrain, les gens sont assez surpris que la commission soit pas plus importante au niveau des agents, mais donc c'est moins de 200 agents. Le rôle de la CNIL, de manière très simple, c'est de réglementer toute la question des protections des données et d'accompagner les organismes. La CNIL s'efforce de participer à des actions de sensibilisation, de répondre à des demandes de conseil, des sollicitations extérieures. Et elle a aussi, je l'ai évoqué rapidement, elle a aussi pour mission de rendre des avis sur des projets du secteur public ou de délivrer des autorisations pour les dispositifs les plus sensibles. Et puis, elle a un autre volet qui est celui des contrôles et des sanctions. La présidente de la commission, parce que c'est une présidente en ce moment, dispose d'un pouvoir de mise en demeure. Elle peut mettre en demeure, y compris publiquement, des organismes de se mettre en conformité avec leurs obligations. Et puis, une formation restreinte peut être également amenée à examiner des propositions de sanctions. Ça équivaut vraiment à un jury. Et donc, les sanctions, je vous le disais aujourd'hui, sont de 3 millions d'euros au maximum. La CNIL a acquis de nouvelles missions au fur et à mesure des années, notamment récemment, elle a désormais le rôle de mener les réflexions sur les problématiques éthiques que peuvent poser le numérique au sens large. Elle s'est lancée dans cette mission, notamment en travaillant sur les algorithmes. Voilà, si ça vous intéresse, il y a un rapport qui sortira prochainement.
Puisque j'avais l'honneur de prendre la parole en premier, je me suis dit quand même que ça pouvait être utile de vous décrire ce que c'était une donnée à caractère personnel, un traitement de données à caractère personnel, qui sont quand même des mots qu'on entend mais finalement qui ne sont pas toujours si bien compris. Donc une donnée à caractère personnel, c'est avant tout une donnée qui est relative à une personne physique. Pour ce qui est des données directement identifiantes telles qu'un nom, prénom, une photo, ça paraît assez évident. Mais ça concerne aussi des données qui peuvent être indirectement identifiantes. Ce sera le cas par exemple d'une empreinte digitale ou d'un numéro client, mais aussi d'une donnée qui serait identifiante par regroupement d'informations. Ce serait le cas dans un groupe défini de dire c'est le monsieur qui porte une chemise orange. Voilà, c'est une donnée indirectement identifiante. Et on parle actuellement beaucoup, et notamment le règlement européen, il fait beaucoup référence à l'anonymisation, et c'est justement la méthode qui permet de rompre le lien entre l'information qui permet d'identifier, l'information et la personne concernée. Mais j'imagine qu'on y reviendra un petit peu plus en détail au cours de cette journée. Sur les traitements de données à caractère personnel, extrêmement rapidement, c'est toute opération qui porte sur une donnée à caractère personnel. Les finalités peuvent être extrêmement diverses. Les finalités, donc l'objectif poursuivi, ça va d'un fichier RH à un projet de recherche. Ça peut être aussi simplement l'attribution d'une allocation sociale. Enfin voilà, c'est très divers, et donc c'est tout ce qui implique d'avoir recours aux données à caractère personnel. On parle de fichiers, il y a notamment beaucoup de personnes qui peuvent encore penser que les fichiers papier ne rentrent pas dans le scope d'application de la protection des données. Ce n'est pas le cas. Tout fichier informatique ou papier doit être en conformité avec la protection des données. La seule exception, très concrètement, porte sur les activités exclusivement personnelles. La gestion de mes photos de vacances, par exemple, ne rentre pas dans le scope de protection des données. Mais sinon, tout le reste, oui. Un autre terme important auquel on fait souvent référence, c'est au responsable de traitement. Donc c'est l'organisme qui détermine ce pourquoi on va traiter les données et comment on va les traiter, quelles sont les modalités, etc. Voilà, c'est pas toujours si fluide. Pour vous présenter le cadre réglementaire, il me semble important de revenir en fait sur les principes de manière très générique, qui sont... souvent, c'est présenté comme assez complexe, la protection des données, mais au final, c'est quand même des questions de bon sens. Et notamment, le premier principe, c'est celui de la finalité. Et en fait, il consiste, en règle générale, à se poser deux questions. C'est pourquoi le traitement est nécessaire, et est-ce qu'il est réellement nécessaire ? Et puis, la deuxième question, c'est est-ce qu'il est licite et loyal ? J'y reviendrai. Est-ce qu'il est nécessaire si, par simple curiosité, j'ai envie de collecter les données de tous les gens dont le prénom commence par un H, par exemple ? Non, c'est a priori pas nécessaire, il n'y a pas d'objectif en tant que tel, donc je ne pourrais pas traiter cette donnée, simplement. Et puis, s'il est licite, légitime ou loyal, c'est la question de la manière dont il est collecté, et notamment de l'information aux personnes. Il y a des exceptions, et notamment des dérogations applicables au secteur de la recherche sur l'information, mais en principe, chaque traitement de données doit être transparent et doit faire l'objet d'une information aux personnes pour qu'elles aient vraiment conscience de ce que ça implique de délivrer une donnée à caractère personnel à tel ou tel organisme. Cette question de la loyauté, elle se pose particulièrement dans le cadre de la réutilisation de données. Et dans le milieu de la recherche, c'est souvent ce qu'on voit, et c'est souvent ce qu'on perçoit, c'est que les données ont été collectées à un but précis, ou par exemple sur un réseau social, et en fait l'équipe de recherche souhaite accéder à ces informations-là pour mener sa recherche, parce que c'est beaucoup plus simple, toutes ces données sont accessibles facilement, etc. Se posera toujours la question
du mode potentiellement d'information des personnes s'il apparaît requis, et éventuellement du fait qu'on doit s'assurer que les personnes y consentent explicitement. Je ne rentre pas dans le détail sur ces points-là, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment des points importants et on le disait tout à l'heure, juste avant que cette table ronde ne commence, mais c'est vraiment une question de confiance, de transparence, et c'est important de mettre les gens dans la boucle et leur expliciter ce pourquoi on a besoin de leur donner. Le deuxième principe, il est toujours lié, et c'est aussi une question de bon sens, c'est de se contenter de ce dont on a besoin. Dans le milieu de la recherche, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est pratique de récupérer le questionnaire de quelqu'un d'autre, ou voilà. Ce qu'il faut, ça implique une analyse et une réflexion plus aboutie en amont, mais il faut se contenter vraiment des données qui seront nécessaires. Typiquement, le recueil d'une date de naissance peut être considéré comme excessif si simplement une information sur la tranche d'âge pourra suffire à mener le projet souhaité. La CNIL attire fréquemment l'attention sur les zones commentaires. C'est une expérience de contrôle. En fait, quand les agents de la CNIL vont faire des contrôles sur place, ils réalisent que très souvent, dans des bases de données, il y a des zones commentaires, et que ces zones commentaires, elles comportent des commentaires excessifs. Il y avait un cas rendu public il y a 1 ou 2 ans d'un service après-vente qui collectait des informations sur les religions, par exemple, enfin, l'orientation religieuse d'une personne pour savoir si on pouvait venir lui dépanner son frigo tel ou tel jour. Typiquement, ça paraît complètement excessif, et pour autant, dans les pratiques quotidiennes et pour des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés, la personne avait indiqué cette information, pourquoi pas l'enregistrer. Donc c'est vraiment, c'est le rôle de la CNIL, mais pas seulement, d'essayer d'éveiller les consciences sur est-ce que réellement cette information, elle porterait pas préjudice à la personne, et est-ce qu'elle est nécessaire tout simplement. La pertinence, là encore, c'est une question de bon sens par rapport au projet qui est mené, mais c'est aussi d'assurer que la donnée qui est enregistrée, elle est exacte et mise à jour. Le plus préjudiciable, souvent, ce sera par exemple de maintenir dans un fichier d'impayé et donc d'exclusion une personne qui en fait aurait payé sa dette finalement. Là, forcément, ce sera plus préjudiciable, mais ça porte sur plein d'autres traitements de données, et il est essentiel de s'assurer que les données qui soient enregistrées soient bien mises à jour régulièrement et que ça ne puisse pas porter préjudice aux personnes concernées. Dernier point sur les données, et c'est en lien avec l'intitulé de cette journée, sur les données sensibles. Qu'est-ce qu'on appelle des données sensibles ? Les données sensibles, c'est les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, l'état de santé ou leur vie sexuelle. Le règlement européen y ajoute les données génétiques et les données biométriques. Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'en principe, la collecte de données sensibles, elle est interdite. C'est le principe. Et ensuite, il y a des exceptions, et notamment des exceptions par exemple sur les données de santé qui sont liées à l'intérêt vital d'une personne. Mais il y a aussi simplement la possibilité de collecter ces données-là en recueillant le consentement de la personne. Ou alors, s'il y a un intérêt public qui est poursuivi, là, on peut éventuellement rentrer plus dans le champ de la recherche si tel était le cas, mais encore faut-il justifier de cet intérêt public. Ce sera quand même au cas par cas. Par ailleurs, sur les données en tant que telles, il y a certaines exceptions, mais retenez également que de manière générale, il est interdit de collecter les données relatives aux infractions. Et puis, en France plus spécifiquement, mais sur le numéro de sécurité sociale. Mais ça encore, je pense que c'est quelque chose dont on entend parler régulièrement. Troisième principe, c'est simplement que les données doivent être conservées pour une durée limitée et proportionnée. Une fois, dans le cas de la recherche, une fois que les données ont été exploitées et qu'elles ne sont plus utilisées, il faut procéder à leur suppression ou au moins à leur anonymisation. Là encore, c'est simplement une question de bon sens. Mais c'est ce qu'on voit le plus souvent quand même comme manquement.
Et quatrième point, ça aussi j'imagine que ce sera plus examiné dans le détail, c'est d'assurer la sécurisation des données. Confier une donnée pour une personne implique, je l'ai dit, une relation de confiance et un principe de transparence. Ça nécessite de la part du responsable de traitement de sécuriser et de s'assurer que cette donnée-là, elle ne fuitera pas ou qu'elle ne fera pas l'objet d'une violation de ces données. Le règlement européen sur cette question endosse une approche par les risques. Donc le travail du responsable de traitement va être essentiellement d'identifier au préalable quels peuvent être les risques, leur niveau de probabilité et leur gravité pour établir des mesures qui visent à y répondre et correspondre le mieux possible. La CNIL est parfaitement consciente que le risque zéro n'existe pas et il s'agit d'une obligation de moyens, mais les organismes doivent s'assurer d'avoir pris ces moyens, pris ces mesures et de faire en sorte que ce soit le plus sécurisé possible. Le dernier point qui est largement renforcé au titre du règlement européen, c'est sur les droits des personnes. C'est un terme un peu barbare, mais la loi pour la République numérique, la loi française, avait insisté aussi sur ce point qui est repris par le règlement, qui est le principe d'autodétermination informationnelle. Ça fait un peu briller en société, si vous voulez le noter. Mais le principe est vraiment de laisser le contrôle de leurs données aux personnes, de leur permettre de pouvoir décider de ce qui sera fait avec leurs données ou non. Et pour ça, je l'ai dit, le premier droit est celui d'être informé, ça rejoint l'obligation des organismes, mais aussi de disposer de la possibilité d'y accéder a posteriori. Et c'est possible, on peut tous demander à avoir accès à un organisme aux données qu'il dispose sur nous pour voir ce qu'il y a dedans. Il y a des collègues il y a deux de mes collègues au sein de la commission qui tournent un peu parano et qui fréquemment demandent à leur banquier d'avoir accès à l'intégralité de leurs fiches pour vérifier ce qu'il y a dedans, etc. Mais il s'avère que c'est effectivement utile et ça fait lien avec les zones commentaires et souvent on y trouve des choses pas toujours très pertinentes. Depuis Snowden, on dit plus parano, on dit prudent. Vous m'avez perdu. Pas grave. Et puis, on entend beaucoup que le règlement fait émerger un droit à l'oubli qui existait déjà, mais voilà, c'est une information, le droit à l'effacement, d'accéder aux données, de demander que ce soit effacé, de reprendre un petit peu le contrôle et de plus tellement se laisser porter ou inviter par des grosses machines à donner toutes nos données et à en être plus conscient. En tout cas, c'est vraiment les principes qui sont portés par le règlement de manière générale. En conclusion sur le cadre réglementaire, en 30 minutes et en un clin d'œil quand même, retenez trois choses peut-être. Le premier serait donc de vous poser toujours la question de ce pourquoi vous mettez en place ce traitement et ce pourquoi vous collectez des données et les manières dont vous les collectez, si c'est ce sur quoi si ça correspondrait à ce que vous souhaiteriez pour vos propres données. Je pense que c'est assez essentiel et c'est souvent ce qu'on est obligé de dire pour des gens qui ont des projets. Je pense notamment à des bailleurs, par exemple, qui veulent mettre en place des gros fichiers avec des locataires mauvais payeurs et auxquels on est quand même obligé d'aller leur dire que les locataires pourraient très bien mettre en place un fichier de bailleurs exécrable et je pense que ce ne serait pas quelque chose d'appréciable. Souvent, ça retourne un peu les choses, mais c'est applicable pour tout le monde. Donc le principe de responsabilisation, et puis ça rejoint complètement les deux nouvelles obligations qui sont portées par le règlement que je n'ai pas mentionnées, qui sont la protection dès la conception et par défaut, c'est-à-dire vraiment de faire une analyse au préalable du dispositif que vous souhaitez mettre en place et exploiter, et voir s'il n'y a pas des solutions pour le rendre encore plus protecteur pour les personnes, tout en poursuivant le même objectif.
Pour cela, petit clin d'œil à une fonction qui est celle du correspondant informatique et liberté, demain le délégué à la protection des données. C'est vraiment une ressource, en tout cas pour nous à la CNIL, c'est une ressource très importante. C'est des gens qui sont sensibilisés et qui ont en même temps, ce qui n'est pas toujours notre cas, le regard du terrain, qui connaît bien les enjeux, qui connaît bien les équipes et donc qui peuvent permettre d'aider et d'orienter. N'hésitez pas à vous tourner s'il y a un correspondant ou un délégué dans votre organisme, n'hésitez pas à vous tourner vers eux parce que c'est vraiment une ressource très, très fiable et importante. Voilà, pour ma part.